Voilà, je vais débuter. Donc, je vous remercie pour votre présence pour cette deuxième session de formation à Advances. Donc, la fois précédente, nous avons vu comment cadrer un sujet d'analyse. Et aujourd'hui, nous allons voir, d'un point de vue un peu plus méthodologique, toujours, comment réaliser un état des lieux et notamment recueillir les faits. Donc, pour commencer, on va refaire un point un petit peu sur ce que propose Advances dans ce mode de réalisation de l'état des lieux, puisque dans la méthodologie qu'on propose, on propose de privilégier une approche systémique. Alors, il faut savoir qu'on va un petit peu contre sa culture, puisque naturellement, on a été formé avec une culture de Descartes, hein, à être plus ou moins cartésien, et donc plutôt dans une logique dite psychoanalytique, bon, pour faire simple, plutôt d'analyse, où le but est souvent l'identification des causes. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque on est dans cette situation-là, bien, on est bien concentré sur la cause, à cause de qui, à cause de quoi. Par contre, souvent, on a l'objectif qui est masqué par le problème. Alors qu'avec la méthode systémique, dans une logique systémique, on va tendre à essayer de se concentrer sur l'objectif. Et donc, cette logique systémique va insister sur le fait de se détacher du problème pour se consacrer prioritairement à ce que le système pourrait obtenir si le problème n'y faisait obstacle. Ça, c'est très important. Et en fait, dès qu'il se pose, hein, ce problème, il va s'agir d'abord de préciser l'objectif qui est recherché avant d'apprécier, parmi les processus qui sont en cours, hein, les leviers d'action qui sont pertinents et sur lesquels se fonde sa stratégie. On a vu la fois dernière que dans notre approche d'analyse, on pouvait se concentrer sur un sujet qui était d'ordre stratégique, mais avec nos méthodes, on peut tout à fait adresser des sujets qui sont d'ordre opérationnel, d'ordre organisationnel ou d'ordre de la priorisation des grands projets. Donc, en privilégiant cette logique systémique, hein, notamment en travaillant sur le cadrage du sujet, eh ben, on va s'attacher à appréhender finalement de manière un peu plus globale et non analytique le système dans lequel on évolue et notre environnement. Alors, quand on dit le système, ça sera l'organisation, si on est au niveau stratégique, et son environnement. Si on est au niveau opérationnel, hein, comme on l'a vu la fois précédente, ça sera le service ou l'unité et son environnement proche, hein, qui seront les autres services de l'organisation et probablement aussi une partie de l'environnement externe. Cette approche systémique également va nous permettre finalement d'utiliser un langage commun pour travailler entre plusieurs disciplines, voire plusieurs métiers. Et on voit bien avec l'approche d'Advances que finalement, on va permettre de faire cohabiter, faire collaborer et faire travailler ensemble des publics qui n'ont pas forcément les mêmes parcours initiaux, qui n'ont pas forcément les mêmes métiers. Et c'est ce qui rend l'approche intéressante. Et finalement, ça va nous permettre de maximiser notre approche, maximiser notre stratégie au regard des moyens et des ressources qui sont les nôtres, puisqu'on va pouvoir agir finalement sur les points les plus sensibles du système. Donc voilà, c'est déjà un parti pris pour ce qui nous concerne, c'est déjà de développer donc une approche systémique à travers Advances. Donc partant de là, on a positionné, on a proposé un outil dans Advances qui va permettre de questionner notre sujet pour réaliser cet état des lieux, et de le questionner sur 5 grands thèmes. Donc monnaie pour tout ce qui concerne les éléments financiers, MEN pour tout ce qui concerne les personnes au sein de la structure en termes de compétences, en termes peut-être de synergie d'action entre les personnes, en termes de gestion des talents. Machine pour tout ce qui concerne les outils, les méthodes, les processus, hein, l'organisation qu'on met en place, hein, que ce soit des éléments tangibles comme la voiture de fonction d'un commercial par exemple, mais également quelque chose d'intangible et d'un peu moins matérialisable que le serait une méthode ou un processus. On a également tout ce qui concerne le management, qui couvre finalement les
processus de décision. Hein, c'est comment on décide, qui décide, à quelle vitesse on décide, à tous les niveaux de l'entreprise, de l'organisation et même dans notre environnement externe. Et market de façon assez large, hein, puisque, encore une fois, on peut utiliser notre outil pour tout type d'organisation, hein, que ce soit des organisations que sont des entreprises à but lucratif, mais également des associations de l'économie sociale et solidaire ou des structures, des organisations du secteur public. Donc, market, ça va couvrir toutes finalement les activités, toutes les missions qui incombent aux personnes concernées par le sujet. Donc, ces 5 catégories vont nous permettre d'explorer notre sujet pour essayer de réaliser un état des lieux qui soit factuel. Avant de rentrer dans cet état des lieux factuel, il nous semble bon de nous rappeler également que finalement, à partir du moment où on souhaite passer d'une situation initiale qui est connue, hein, qui est notre point de départ, à une situation et à un état souhaité qui est inconnu, mais finalement qui correspond à notre ambition, il faut savoir qu'on a toujours une certaine part de changement dans cette démarche, d'aller d'un point connu à qui n'est plus aujourd'hui complètement acceptable, qui n'est plus complètement, qui nous rend pas complètement toujours satisfaisant, qui n'est pas satisfaisant comme situation, à un état qu'on voudrait souhaiter et qu'on souhaiterait un peu plus satisfaisant. Et donc, il y a toujours une part de changement. Et ce qui est très important, c'est que dès lors que nous avons cadré notre sujet, il est très important de bien identifier les différentes cibles qui vont être impactées. Naturellement, on voit bien que sur ce schéma-là, lorsque on va toucher aux pratiques, finalement, on va toucher à tout ce qui concerne les manières de faire. Lorsqu'on va toucher aux conditions de travail, on va toucher à tout ce qui concerne l'environnement matériel. Lorsqu'on touche aux outils, potentiellement, on va toucher à l'informatique, à la gestion et à tous les outils probablement de production. Lorsqu'on touche à l'organisation, on va regarder les zones de pouvoir et puis quelque part les délimitations fonctionnelles des différentes unités, des différents services. Et finalement, regarder les métiers, c'est regarder les savoir-faire de l'entreprise. Regarder la stratégie, c'est regarder les finalités collectives qui sont poursuivies et qui sont envisagées. Et regarder la culture, c'est regarder finalement les systèmes de valeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va aller vers un élément, une cible qui sera située à droite, plus cela va concerner un groupe de personnes conséquent, un collectif, et plus le temps qu'il faudra pour réaliser ce changement, quelque part, sera long. Plus on est à gauche, plus on touche à l'individu, et plus on est dans une temporalité qui est de l'ordre de quelques jours, de l'ordre du présent. Ce qu'il faut savoir ici, du coup, c'est que dès qu'on va toucher à l'une de ces briques-là, un peu comme une façon, un peu comme les dominos, finalement, on va impacter les éléments suivants. C'est-à-dire que si on touche à la stratégie, invariablement, il faudra regarder ce qui se passe en termes de changement au niveau des métiers, au niveau de l'organisation, au niveau des outils, au niveau des conditions de travail et potentiellement au niveau des pratiques. Quel est son impact? Si on touche principalement à l'organisation, puisqu'on est dans un principe de réorganisation à un certain moment, parce que cela semble nécessaire, eh bien, on va toucher invariablement les outils, les conditions de travail et les pratiques. Donc, c'est important d'avoir cela à l'esprit pour aborder finalement notre état des lieux de façon méthodique. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire qu'au-delà des 5 thèmes que nous avons proposés, qui déjà catégorisent et nous permettent d'avoir une approche un peu plus systémique, ce qui sera important, c'est qu'en fonction du sujet que vous abordez, c'est que vous identifiez le bon niveau de questionnement. Donc, le niveau de questionnement, bien entendu, il ne sera pas le même si vous posez votre sujet au niveau de l'organisation dans son environnement, c'est-à-dire au niveau stratégique, que si vous le situez, comme on l'a vu la fois dernière,
dans la formation précédente, au niveau d'un service, d'une unité, d'une équipe, de l'organisation, qui est un niveau un peu plus opérationnel. Et encore une fois, ça ne sera pas la même chose si vous le situez au niveau de la priorisation d'un projet ou d'un projet transverse qui implique potentiellement plusieurs unités de l'organisation. Voilà. Donc ici, je vous propose un certain nombre de thèmes à explorer, mais qui ne sont pas bien sûr exhaustifs. Mais c'est une démarche qui est importante à avoir. Hein. C'est à partir du moment où vous avez fixé votre sujet, plutôt que de vous lancer bien en tête dans votre état des lieux, ça va être de bien identifier les thèmes, hein, pour avoir le bon niveau de questionnement. Donc si on est au niveau stratégique, bien sûr, on va s'intéresser au modèle économique qui nous intéresse. Hein. On va s'intéresser aux compétences clés, aux capacités clés, on va s'intéresser aux clients, donc tout ce qu'on appelle les compétences distinctives. On va regarder également la robustesse des avantages concurrentiels, à savoir est-ce que ceux-ci sont facilement copiables ou pas, est-ce qu'on a mis en place un certain nombre de barrières à l'entrée. On va regarder également la pression concurrentielle. Donc quel est le niveau le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients aussi, hein, puisqu'ils peuvent nous presser. On peut voir la pression et l'intensité concurrentielle. On peut voir également s'il y a des nouveaux entrants potentiels qui arrivent sur le marché ou des produits de substitution. Et puis de façon un peu plus large, on pourra regarder au niveau du macro-environnement si de nouvelles réglementations où la politique est susceptible d'impacter nos affaires. Est-ce que on a une pression sociale qui peut impacter notre modèle, notre stratégie? Est-ce qu'on a de nouvelles avancées technologiques qui sont susceptibles de modifier le panorama de notre environnement, le panorama concurrentiel, et ainsi de suite. Au niveau organisationnel, au niveau opérationnel de l'unité, on va regarder des éléments, bien entendu, qui sont à un niveau un peu plus local, comme les métiers de l'unité. Hein. Quelles sont les missions qui sont confiées à l'unité? Donc, bien identifier ces missions, puisqu'on sait qu'en identifiant les missions, on va pouvoir les décliner en activités et décliner les activités en tâches pour pouvoir répartir le travail de façon cohérente et pour s'assurer que l'on sert bien notamment nos clients internes. On va regarder également la technologie. Est-ce que les outils et les logiciels qui sont à notre disposition sont bien adaptés? On va regarder au niveau de l'organisation, notamment si on a des fiches de poste qui sont claires. Qui fait quoi? Est-ce qu'on a développé suffisamment de polyvalence, par exemple, ou on est quand même, et c'est un choix, dans un environnement où on a des personnes qui sont très spécialisées, parce que c'est l'idée qu'on se fait de l'efficacité qu'on doit avoir au niveau de notre structure, de notre unité. En termes de processus, on peut regarder par exemple si les différents processus qui sont mis en place, hein, que ce soit des processus de gestion, des processus de production, hein, en fonction de nos activités, est-ce que ces processus sont clairs? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont partagés? Et au niveau des personnels, est-ce que les emplois et les compétences sont en adéquation avec les besoins d'aujourd'hui et les besoins potentiels de demain? Et puis également, hein, j'en parlais déjà, au niveau des clients, est-ce qu'on a bien identifié les attentes des clients, qu'ils soient internes ou externes? Voilà. Après, lorsqu'on regarde un projet transverse, comme on l'évoquait, qui concerne plusieurs unités de l'organisation, on peut se poser des questions autour du financement du projet. Hein. Est-ce que le financement du projet est bien sécurisé? Est-ce que les moyens et les ressources qui sont alloués sont à la hauteur par rapport au niveau de l'ambition, de la qualité qu'on veut servir? Est-ce qu'elles sont disponibles? Puisque souvent, quand on est sur des projets transverses, c'est des personnes qui ont une charge supplémentaire de travail. En termes de stratégie et gouvernance, est-ce qu'on a bien un sponsor identifié en interne, hein, à savoir quelqu'un qui fait partie du comité de direction, des décideurs, et qui porte le projet et qui donne de l'importance et qui fait vivre le projet? On peut se questionner également sur les bénéficiaires du projet, hein, bien entendu, hein, les clients internes ou externes, et les délais de réalisation du projet, est-ce qu'ils sont cohérents au regard du niveau de qualité qui est attendu? Auquel cas, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudra réduire le périmètre et le niveau de qualité. Donc,
suivant le triptyque coût, qualité, délai de la gestion de projet. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, ce ne sont que des exemples de thématiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du sujet que vous aurez identifié, avant de rentrer bien en tête dans l'état des lieux et d'aller essayer de chercher à identifier des faits, l'idée, c'est de structurer, d'organiser un petit peu sa démarche, tout en ayant une approche assez haute et d'identifier voilà, les grands thèmes de notre sujet pour faciliter l'exhaustivité du recueil des faits. Donc du coup, d'un point de vue de la méthode, on vous recommande, et on recommande en général toujours de s'attacher à relire son sujet. Il faut toujours venir, quelles que soient les étapes de l'analyse dans Advances et par rapport à la méthode qu'on vous propose, revenez régulièrement sur votre sujet. En plus, ça vous permettra de le rechallenger, puisque vous allez voir que plus vous allez avancer dans l'analyse, plus vous allez prendre de la connaissance et de l'expérience sur cette analyse, et peut-être que plus vous arriverez finalement mieux vous arriverez à rédiger votre sujet et toujours mieux le circonscrire. Donc, toujours se remettre en mémoire le périmètre du sujet. Une fois que c'est fait, passez par une étape où vous allez essayer d'identifier les grands thèmes. Voilà. Donc, au-delà des 5 thèmes que l'on vous a proposés, déjà c'est un point de départ, mais essayez d'identifier même au sein de ces 5 thèmes quels sont les grands thèmes qui sont susceptibles de concerner ce sujet. Et une fois seulement que vous aurez identifié ces thèmes, pour chacun des thèmes, explorez les faits qui sont existants, ce qui est très important, de rester factuel, de ne pas être dans l'idée, de ne pas être dans la solution, mais vraiment être dans le constat, ce que je sais, ce que je vois, ce que je constate maintenant. Donc, quels sont les faits existants? Et vous allez les classer au fur et à mesure dans les catégories 5e qui vous ont été proposées qui vous sont proposées dans Advances et que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, pour la suite, pour formuler un fait, en fait, un fait va se composer dans Advances de 50 thèmes, 5 grandes thématiques. Donc, l'intitulé, qui est vraiment l'élément clé, l'élément majeur sur lequel il va falloir vraiment mettre un soin particulier dans la rédaction. Une zone de descriptif, ce qu'on appelle le scope, j'en reviendrai, le type d'impact et le niveau d'impact. Donc, pour l'intitulé, c'est vraiment très important de faire attention à bien écrire des phrases. Il faut vraiment que cet intitulé soit factuel, donc même si vous êtes limité en termes de nombre de caractères, ce qui est voulu, pour pas non plus qu'on ait une multitude de phrases, il est très important d'avoir un fait qui ne contienne qu'une thématique. Il faut faire attention de ne pas multiplier les sujets dans le même fait, puisque sinon, finalement, ce n'est pas un fait que vous avez, c'est plusieurs faits. Et si vous vous mettez dans cette dimension-là, vous aurez du mal à qualifier ce fait. Donc, le fait, l'intitulé doit être factuel, donc qui s'en tient aux faits sans les interpréter. Et donc, un fait, par essence, c'est un constat qui est observable, qui est mesurable et donc, finalement, qui est indiscutable. Contrairement à une opinion qui est un jugement. Donc, une opinion peut être le fondement, être le fond d'un fait si on étaye l'opinion de fait. Okay. Donc, une opinion plus des faits, donc des éléments qui sont mesurables et donc indiscutables, peut potentiellement devenir un fait. L'intitulé doit être explicite. Donc, dans le modèle de rédaction, c'est ce que j'évoquais précédemment, il faut vraiment soigner la rédaction de votre intitulé. Celui-ci doit être qualifié. Et donc, on doit sentir en le lisant si ce fait est plutôt favorable ou défavorable. Donc, déjà dans l'intitulé. Et vraiment, ce qui est le plus important, c'est de ne jamais commencer la rédaction de l'intitulé par un verbe d'action, puisque vous comprendrez bien que si vous commencez votre intitulé par un verbe d'action, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le constat observable d'ici et maintenant, mais vous êtes déjà en train de vous projeter. Donc, vous êtes dans l'idéation, vous êtes en train d'avoir une idée, potentiellement une solution à quelque chose, et on n'est plus dans l'état des lieux. Donc, le meilleur moyen d'éviter ce type de travers, c'est de s'interdire les verbes d'action. Ensuite, vous allez avoir une zone de descriptif qui va vous permettre de reformuler l'intitulé. Donc, reformuler l'intitulé, c'est essayer de repréciser un certain nombre d'éléments
puisque vous êtes limité dans votre champ intitulé, et qui vous permettra potentiellement également d'être mieux compris des personnes avec qui vous collaborez. Ensuite, on a le scope, donc le scope pour le périmètre en français, et donc qui sera soit interne, soit externe. Donc, plutôt que de se dire interne, c'est interne en entreprise, et externe, c'est externe en entreprise, potentiellement, ça pourrait bien aller pour des sujets d'ordre stratégique, mais on voit bien que pour un sujet d'ordre opérationnel, lorsqu'un sujet est délimité par un service, ça ne peut pas fonctionner. Donc, interne, c'est je peux agir directement sur ce fait, donc notamment lorsqu'on est dans le cadre d'une unité, d'un service, qu'on est manager d'une unité, d'un service, ben en fait, tout ce qui sera interne, ça sera interne au service. Et externe, c'est je subis ce fait favorablement ou défavorablement, c'est-à-dire que je ne peux pas agir directement dessus. Donc, dans le cas d'une unité, eh ben, ça sera tout de suite dès qu'on est en dehors du service de l'unité, mais potentiellement toujours dans l'entreprise, et voire après dans l'environnement de l'entreprise. Okay. Donc, externe, je peux agir directement sur ce fait. Externe, je subis ce fait défavorablement ou favorablement. Ensuite, le type d'impact. Le type d'impact, en fait, va nous permettre de savoir dans quelle mesure ce fait va jouer sur la réalisation ou pas de notre ambition, la concrétisation ou pas de notre ambition. Donc, bien sûr, un fait sera qualifié de favorable si celui-ci est susceptible de faciliter la réalisation de l'ambition, et il sera qualifié comme étant défavorable si celui-ci peut constituer un frein dans la réalisation de l'ambition. Okay. Donc, favorable facilite la réalisation, défavorable est un frein dans la réalisation. Et ensuite, on terminera par le niveau d'impact, qui est tout bonnement un nombre d'étoiles. Donc, on mettra une étoile au fait qui impacte faiblement la réalisation de l'ambition, que ce soit favorable ou défavorable, et 4 étoiles pour les faits qui impactent de façon très importante sur la réalisation de l'ambition. Donc, on avait vu un exemple d'un cas opérationnel dans l'étape précédente. On va reprendre un petit peu dans ce sujet-là, qui, pour vous le rappeler, a été une analyse sur le développement du service financier d'un groupe de spiritueux. Bien là, par exemple, on pourra avoir comme intitulé, comme fait, qu'en janvier 2021, nous avons produit le tableau de bord commercial avec 3 semaines de retard. Dans le descriptif, on met, par exemple, l'absence pour maladie de la comptable habituellement en charge de ce livrable et le manque de polyvalence de ses collègues et la charge qui était la leur n'a pas permis de délivrer le tableau de bord dans les délais. Donc, le scope, c'est bien interne, c'est plutôt défavorable et c'est très important, très impactant pour la réalisation de l'ambition qu'on avait vue la fois précédente. Okay. Et en termes de formulation, dans Advances, on retrouvera ce type de forme. Donc, on a l'intitulé que nous retrouvons ici, la production du tableau de bord commercial avec 3 semaines de retard en 2021. On retrouve le descriptif que nous avons vu ensemble, à savoir l'absence pour maladie de la comptable habituellement en charge de ce livrable et le manque de polyvalence de ses collègues et la charge qui était la leur n'a pas permis de délivrer le tableau de bord dans les délais. Scope interne, bien sûr, défavorable et niveau d'impact 4. Donc, on a dit une demi-heure, on est à peu près à cette demi-heure. J'en ai terminé pour la présentation pour aujourd'hui. Donc, jeudi prochain, on aura une présentation qui traite de l'étape suivante, c'est-à-dire, comme on l'avait vu, on alternait des phases de divergence et des phases de convergence dans tout notre processus itératif de construction de la décision. Eh bien, on verra comment regrouper les faits jeudi prochain à 11h30.